Ça y est. Voilà, excusez-nous pour le petit retard du jour. Bienvenue au live hebdomadaire des jeunes CDH. On est le jeudi 2 mai, donc exceptionnellement, comme c'était congé hier, on va en parler dans une minute, on a déplacé le live et du coup on est un peu en retard parce que on a eu quelques petits problèmes techniques. Mais maintenant on est bien parti. J'ai le plaisir d'accueillir Julien Milquet à mes côtés. Julien, je te laisse peut-être te présenter. Bon, je me présente en deux mots. Je suis historien de formation et je suis depuis le mois de décembre échevin à Anderlecht en charge des sports, de la solidarité internationale, des cultes et de la cohésion sociale. Voilà. Et Julien se présente aussi aux élections régionales puisqu'il est 8e sur la liste régionale. On est donc tous les deux, l'un près de l'autre, et on fait une campagne jeune sur Bruxelles au combat ensemble. Alors, plusieurs éléments de l'actualité qu'on va commenter aujourd'hui. N'hésitez pas aussi à commenter en dessous du live avec vos questions pour nous interpeller directement. C'est aussi pour ça qu'on est là. Alors, peut-être premier sujet, on vient d'en parler, c'est le 1er mai. C'était hier. Oui, tout à fait. Et comme à l'habitude, 1er mai fait du travail et donc on a les deux grands mastodontes, MR et PS, qui s'affrontent à coups d'insultes interposées par les médias. Tout à fait. Avec certains qui pensent que c'est plus la fête du travail en soi et d'autres la fête des travailleurs. C'est un petit peu deux visions qui s'opposent à ce niveau-là. Voilà, et alors nous on a vraiment l'habitude ce jour-là de absolument pas aller se mettre en meeting ou de participer à cette mascarade, mais plutôt de faire des propositions de fond. Et donc peut-être qu'on peut rappeler à ce niveau-là les propositions qu'on a pour le travail, nous, le CDH. Tout à fait, ce qui nous distingue beaucoup, c'est l'idée qui avait été mise il y a quelques mois de faire des semaines, garder des semaines de 38 heures mais étalées sur 4 jours. Parce que voilà, on sait qu'il y a parfois des propositions qui viennent de la gauche qui nous expliquent qu'on peut travailler 4 jours semaine pour le même salaire, ce qui est évidemment dans les actes actuels des choses irréalisables. Peut-être que dans l'avenir avec le progrès social ce sera rendu possible. Je trouve que cette idée-là était assez progressiste et assez novatrice, parce que cela pourrait permettre justement à certaines familles de mieux agencer leur agenda, certains qui le souhaitent de travailler beaucoup plus en semaine et disposer d'un jour de repos pour vaquer à d'autres occupations. Ça c'est vraiment une idée concrète que nous on a proposée. Et donc en fait, c'est permettre, s'adapter au marché du travail qui change, évidemment, plus de flexibilité, mais évidemment en maintenant quand même le coût du travail à un niveau raisonnable en Belgique qui est déjà très élevé, et donc il faut garder évidemment les 38 heures semaine, on peut pas, ou bien passer à moins, mais alors être payé moins aussi, ça c'est évidemment une possibilité. Ça c'est aussi une possibilité, alors, et c'est d'autant plus important d'un point de vue écologique. On voit aujourd'hui une Bruxelles très embouteillée. Ça, c'est vrai. Avoir un jour où certains, en tout cas, ne se rendraient pas dans le centre-ville avec leur voiture, ça participe aussi de ce qu'il y a à faire au niveau de l'environnement. Ouais, et pour les bouchons, c'est assez... Tout comme les espaces de coworking, par exemple, organisés aux abords des villes, ou des choses comme ça. On dit qu'il faudrait que seulement 10 à 15% de diminution du nombre de personnes sur les routes en heure de pointe pour régler 90% des problèmes de bouchons en Belgique. Donc c'est 10 à 15%. Si on a 10 à 15% de personnes qui réaménagent leur horaire pour ne pas partir en heure de pointe, ça permettrait de régler déjà en grande partie les problèmes de... Ça, plus le télétravail qui se développe avec des résultats assez bons d'ailleurs. Ouais. Et puis on a aussi fait des propositions innovantes en termes de droit à la déconnexion qui permettent quand même aussi à assurer aux travailleurs des vraies plages de repos alors que souvent on emporte ces problèmes de boulot à la maison. Donc ça, et alors en termes de travail aussi, il y a le droit à la démission sur lequel on est sorti récemment et qui est une de nos grandes propositions pour la prochaine législature, c'est de permettre aux gens qui quittent leur boulot de manière volontaire de quand même tomber sur le chômage, de manière sur un chômage évidemment qui soit régressif, limité dans le temps, ça ne va pas non plus être tout le temps, on ne peut pas le faire 10 fois dans sa carrière évidemment, mais de permettre aux gens qui ne se sentent pas bien au boulot de quitter et de lancer leur propre entreprise ou de se réorienter. On pense que c'est une bonne idée au lieu d'avoir des gens démotivés au boulot qui tombent en fait sur l'inamie avec les burn-out et autres. Tout à fait. Et d'ailleurs, effectivement, le droit à la déconnexion participe aussi de cette lutte contre le burn-out qu'on voit de plus en plus. Parce que ça, c'est un petit peu la façon, on va dire, des nouvelles technologies où en fait, tout simplement, on emporte toute sa vie au boulot et on emporte également tout son travail à la maison.
Et quand on en est à répondre à des mails le soir, pendant le repas du soir, pendant des moments familiaux, je trouve que l'idée d'un droit à la déconnexion est quelque chose de très important et qui s'inscrit tout à fait dans notre logique humaniste et post-matérialiste des choses. Alors, l'actualité aussi, c'est Scarbeck. On a vu quand même une histoire assez horrible, enfin en tout cas dans son traitement dans l'actualité. Oula, attention au micro. Qui est le fait qu'il y avait des soupçons de viol sur une petite fille à l'école numéro 1 de Scarbeck. Et évidemment un soulèvement très fort de la part des parents, puisque le parquet, après enquête, a estimé qu'il n'y avait pas eu viol, mais simplement une infection, visiblement, qui a créé des saignements, contrairement à ce que les parents ont cru. Et donc, du coup, les parents n'ont pas cru cette version du parquet et ont commencé à manifester devant l'école. Alors, on en est là aujourd'hui. Je ne sais pas si toi, tu as un peu suivi l'histoire. Un petit peu, oui. Évidemment, en Belgique, comme ailleurs d'ailleurs, dès qu'on touche à des enfants, surtout de ce point de vue-là, c'est évidemment quelque chose qui est très choquant. Et donc, il y a tout de suite une émulsion de la population et parfois, voilà, ce que je pense en tout cas, c'est qu'en tant que, d'ailleurs aussi en tant qu'historien, c'est qu'il faut toujours, tant que faire se peut, essayer d'avoir le temps d'analyser les choses, ne pas trop réagir à chaud et attendre un petit peu avant de tirer des conclusions hâtives. Parce qu'effectivement, on en arrive après à des débordements comme ceux qu'on a malheureusement pu voir ces derniers jours. Moi, ce que je trouve aussi, c'est qu'il y a une... alors évidemment, chacun doit pouvoir avoir la parole et s'exprimer librement, mais ce qui est étonnant, c'est la défiance, la grande défiance qu'il y a envers tous les corps constitués, envers le parquet, qui est quand même une institution officielle, avec sa légitimité indépendante, et comme que l'avis ou les conclusions du parquet soient à tel point remis en cause. Il y a le bourgmestre quand même qui s'implique. Je trouve ça en tout cas très inquiétant, et c'est le signe d'un gros malaise quand même dans la société. C'est le signe d'un gros malaise dans la société, qui explique aussi notamment toutes les théories du complot qu'on voit foisonner, notamment via Internet. Ça marque effectivement une absence de confiance totale d'une partie de la population, comme tu le disais, envers les corps constitués. Et on en arrive à des situations où des gens, quand bien même on leur mettrait toutes les preuves sous le nez, se diraient, voilà, s'il y a bien toutes les preuves, c'est qu'on nous cache quelque chose, voilà, certains ne voudraient jamais strictement rien entendre. Ah oui, et donc voilà, sans ici se prononcer évidemment sur le fond de l'affaire, puisqu'on la connaît pas, moi j'ai pas suivi ça de très près, c'est simplement le traitement médiatique, les réactions des uns et des autres qui sont interpellantes, quoi. Alors peut-être s'arrêter aussi sur ce qui a fait l'actualité de la semaine, en tout cas l'actualité politique de la semaine, qui est l'analyse des programmes des partis par le bureau du plan. Donc on a eu une analyse très détaillée de toutes les mesures des partis. C'est la première fois que ça arrive en Belgique. Et on est quand même assez étonné de certains résultats de cette analyse. J'ai emmené ici je ne sais pas si on va pouvoir bien le voir à la caméra du coup. Mais j'ai essayé de vous emmener. Désolé. Voilà. Le résultat. Pour ceux qui... Non. Apparemment ça se voit pas bien sur la caméra, bon petit essai. Mais les résultats sont assez positifs. Il faut, pour le CDH en tout cas, il faut aller regarder un peu la conclusion sur les sites de presse. Il y a des petits graphiques qui expliquent bien, avec en fait une comparaison entre le coût des mesures, ce qu'elles rapportent ces mesures, et puis quel est le résultat en termes de création d'emplois et sur le déficit du pays. Et donc à ce niveau-là, on voit que sans grande surprise, le PS par exemple a un coût des mesures extrêmement élevé avec assez peu d'emplois créés. Écolo qui est assez bien en équilibre sur son budget, mais qui par contre ne crée aucun emploi, au contraire supprime près de 3000 emplois. Et puis des propositions plus farfelues comme la MR et Défi qui créent certainement de l'emploi, tous les deux plus ou moins autant, mais qui creusent le déficit de manière exponentielle, puisque le MR compte toujours sur ces fameux effets retour
de tax shift et autres qui, ils l'ont démontré eux-mêmes en le faisant ces dernières années, ne fonctionnent pas du tout. Et pour ça, je trouve qu'on a vraiment un chouette résultat du CDH qui a des mesures équilibrées avec toujours un petit déficit qui se creuse, mais beaucoup moins que tous les autres partis, qui par contre crée près de 40 000 emplois. Donc je pense que ça c'est vraiment une chouette analyse de nos mesures. Même si moi je suis assez étonné encore que tous les partis proposent des programmes qui creusent le déficit, alors que je pense qu'on doit essayer de quand même être à l'équilibre budgétaire. Voilà. Oui, c'est ça, et qu'en cas de crise économique à venir, c'est justement ça qui peut mettre un pays en danger et le mener à la ruine. Mais c'était effectivement très intéressant cette analyse du bureau du plan, parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, je pense que c'est une première, en tout cas moi je ne l'avais jamais vu. Non, c'est la première fois, c'est la loi qui tout à fait, elle est entrée en vigueur. Voilà, on arrive à démontrer qu'on a un programme effectivement équilibré, qui crée de l'emploi, qui ne creuse pas trop le déficit, et qu'on a des propositions réalistes. Et c'est justement parfois un petit peu la difficulté de communiquer en fait sur quelque chose d'équilibré, d'assez pondéré. On est dans une époque où les gens ont besoin de choses, ont besoin d'entendre. En fait, ils n'ont pas besoin de choses radicales, mais ils ont besoin d'entendre des choses radicales. Ils ont besoin d'entendre qu'on demain tout sera gratuit, que demain on ne va plus payer les transports en commun, sans se poser la question de savoir si en fait on arrivera encore à subventionner à construire des nouvelles lignes de tram, de bus et de métro. Ce qui, par exemple, est l'urgence en termes de mobilité. Enfin, c'est un exemple, mais voilà. Alors, certains critiquent le travail du bureau du plan en disant oui, mais certaines mesures n'ont pas été chiffrées. Si le bureau du plan n'a pas pu chiffrer certaines mesures, c'est parce qu'elles n'étaient pas chiffrables, c'est-à-dire qu'on n'a pas les données pour les chiffrer. Et donc, c'est quand même assez hasardeux aussi de compter sur ces mesures-là pour améliorer les chiffres qu'on avance, alors que personne n'arrive à les chiffrer parce qu'on ne sait pas quel va être le résultat de ces mesures. Donc, il faut être très, très, très prudent avec ça. Alors, je vois qu'il y a une question d'Héloïse qui nous demande comment augmenter les coopérations entre les communes à Bruxelles, par exemple pour acheter du matériel sportif ou mutualiser l'achat de véhicules. Est-ce que l'initiative doit venir des communes ou est-ce que c'est la région qui devrait imposer cela ? Qu'est-ce que tu en penses, toi, personnellement, je pense que ça doit être l'initiative des communes. Moi, je prends l'exemple ici d'Anderlecht. On a commencé à j'ai créé par exemple un conseil des clubs sportifs pour un petit peu les réunir, voir un peu quelles sont leurs attentes et aussi qu'ils comprennent mieux ce que nous en tant que commune on fait. Et un des points qui a directement été ciblé, c'était aussi le fait qu'eux-mêmes pouvaient essayer de s'organiser entre eux, par exemple, de dire qu'ils pouvaient essayer de se prêter du matériel sportif, de se prévenir les uns les autres quand il y avait des occupations de salles de terrain qui étaient libres, et arriver à une meilleure mutualisation entre eux. Donc effectivement, je pense que à ce niveau-là, les communes doivent être à l'initiative, mais la coupole qui doit un petit peu gérer la chose pourrait tout à fait être la région. Moi je suis assez d'accord avec toi. On doit éviter aussi, il faut éviter c'est bien qu'il y ait la coopération entre le... c'est ça c'est clair. Aller vers des marchés publics communs, nous on le fait en tout cas à évoluer dans plusieurs dossiers aussi. Mais on doit éviter à ce que la région systématiquement impose tout aux communes aussi. Certaines choses doivent être réalisées, mais ce qui est de compétence communale doit rester de compétence communale, sinon il n'y a plus de sens. On doit garder une compétence communale, mais apprendre aussi à mutualiser, à faire des projets avec plusieurs communes. Tout autre sujet, c'est la légalisation du cannabis. Les jeunes CDH ont s'était exprimés très fortement pour la légalisation du cannabis. On n'a pas encore réussi à convaincre notre parti. À mon avis, ça va venir dans les mois qui viennent. Mais il y a une étude intéressante qui est sortie dans le soir qui montre les gains financiers que ça peut représenter pour l'État et puis aussi en termes de santé. Nous, si on était très fort pour la légalisation du cannabis, c'est d'une part parce qu'aujourd'hui tout se passe en contrebande et donc c'est vraiment un marché noir et ça c'est jamais bon. Tout à fait. Deuxièmement, du coup, de toute façon les gens en consomment. Aujourd'hui, c'est tellement facile d'obtenir du cannabis que c'est comme s'il était légal dans les fêtes en fait, tellement c'est simple d'en avoir et d'en consommer. Et puis troisièmement, c'est que tant qu'on fait pas de vraie répression, tant qu'on ne légalise pas le cannabis tout en contrôlant évidemment, ça doit être dans des magasins qui soient contrôlés par l'État, eh bien on peut pas non plus faire de prévention ciblée puisqu'on sait pas qui en consomme, tout ça se passe en noir, alors qu'il faudrait plutôt avec les recettes je pense de la légalisation permettre de faire de la vraie prévention. Oui tout à fait, parce que comme tu l'as dit, l'enjeu est double. Le premier c'est de lutter contre parce qu'effectivement le cannabis est devenu quelque chose de courant, de quotidien, pas pour tout le monde mais pour beaucoup de gens, je veux dire pour les jeunes.
c'est aussi courant que l'alcool, on va dire. C'est un peu la même problématique. Et évidemment, bon, après, toute addiction est dangereuse, ça on est bien clair là-dessus, mais avoir effectivement un cadre où ce serait l'État qui pourrait vendre du cannabis, ce serait important au niveau des enjeux en termes de santé, en termes de sécurité, de lutte contre tout ce qui est crime organisé, etc. Tout en sachant qu'effectivement, la dépénalisation ne veut pas non plus dire banalisation, qu'effectivement, il y a des dangers à consommer trop de cannabis trop souvent, il y a des dépendances, tout comme à l'alcool ou à d'autres substances, et qu'effectivement, des gens peuvent devenir de vrais déchets, façon de parler, à force d'en consommer, ça ne va pas du tout dire que ça ne peut pas être un danger, mais que ce soit contrôlé, ça effectivement, ça me paraît être une bonne idée, et l'étude allait d'ailleurs dans ce sens-là. Ouais. Bon, ben super. Ah oui, il y a encore un petit sujet que j'avais noté. Moi, c'est la qualité de l'air. Il y a une étude qui est sortie qui démontre la qualité de l'air. En fait, est très dépendante de la région où on vit à Bruxelles. Les zones, évidemment, principalement en souffrance, sont les zones les plus densément peuplées, les plus au centre, et aussi avec un niveau socio-économique le plus faible. Tout à fait. Et donc ça pose une vraie question de l'écologie et comment on peut en faire une opportunité pour tout le monde, même ceux qui ont moins de moyens. Tout à fait, parce que j'ai encore lu une étude il n'y a pas longtemps qui chiffrait le nombre de morts par an dû à la qualité de l'air. Je ne me souviens plus du chiffre, mais je sais que c'était très impressionnant. Et effectivement, c'est souvent concentré dans des zones où les populations sont les plus paupérisées. Je me souviens que quand on était, moi à la base j'habite la région de Charleroi, je me souviens que dans une zone de Marchienne-au-Pont, l'espérance de vie était de 60 ans. Ouais. 60 ans, ça voulait dire, allez, il y a 15 ans, mais ça voulait dire 20 ans de moins que le reste de la population. Donc effectivement, c'est assez alarmant. Et Bruxelles, ben voilà, en tant que métropole aussi embouteillée, on l'a dit, n'y échappe pas. Et ça, on pourrait au moins être content d'une prise de conscience collective de tout ce qui est en jeu au niveau de l'air, au niveau du climat, etc. Pour le moment, je pense qu'il faut vraiment continuer des mesures qui sont parfois impopulaires mais courageuses. C'est-à-dire que, ben, voilà, comme par exemple la fin du diesel, la fin des voitures trop polluantes à Bruxelles. Notre Miss Céline Frémaux a quand même fait beaucoup en la matière, tout en essayant d'accompagner ça socialement et que ce ne soit pas les plus pauvres qui soient les plus pénalisés parce que par exemple c'est eux qui ont les plus vieilles voitures, etc. Ça c'est une sensibilité, je pense, qui est fortement CDH, d'essayer d'emmener tout le monde dans cette transition écologique. C'est ça, et que ce ne soit pas un privilège réservé à une certaine élite ou à ceux qui peuvent se permettre par exemple de manger bio. Ou de vivre dans les endroits où... Ou de vivre dans des endroits où on est plus tranquille. Alors il y a Goldie M. Bouanga qui dit que la Belgique est parmi les champions européens de la surpopulation carcérale et que le trafic de cannabis y est pour beaucoup. Et donc il revient sur le sujet tout à l'heure sur la légalisation du cannabis en demandant si ça ne résoudrait pas le problème et d'autres encore. Il faudrait voir statistiquement en fait quelle part de la population carcérale l'est pour du trafic de cannabis. C'est ça. Je sais pas, je suis pas convaincu que ce soit la grande majorité, mais... Et puis, pas se tromper entre trafic et consommation, évidemment, puisque le consommateur de cannabis, il ne se trouve pas en prison aujourd'hui, puisque de toute façon, sinon, il y aurait 400 000 Belges en prison, il y aurait beaucoup de monde. puisque l'étude démontrait qu'il y avait 400 000 consommateurs réguliers. Mais c'est clair que la lutte contre le trafic de cannabis, la légalisation permet de lutter contre le trafic, ça c'est clair. Mais si un jour on légalise le cannabis, les trafiquants, ceux qui essaieront encore de trafiquer et de le faire en noir, entre guillemets, ceux-là ils continueront à aller en prison. Mais c'est clair qu'il y en aura nettement moins, puisqu'il y aura moins d'intérêt à faire du trafic à partir du moment où il y a du cannabis de qualité en vente dans des magasins contrôlés. Ouais, donc je pense que tu as raison. Et tu as raison aussi d'insister sur la qualité du produit que les gens pourront consommer. Ça participe aussi des enjeux de santé importants. Voilà, je pense qu'on a un peu fait le tour, sauf s'il y a encore des questions, mais je pense pas. Non, ben voilà, les questions ont été répondues. Donc, merci à tout le monde de nous avoir suivis. Merci Julien d'avoir été là. Merci de ton invitation, Christophe. Non, c'était agréable de passer ce moment ensemble. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un live avec, je regarde mes collègues, mais... on n'a pas le nom, on l'annoncera très bientôt sur les réseaux. T'as qu'à imposer quelqu'un maintenant. Oui, je pourrais imposer quelqu'un maintenant et comme ça c'est fait. A bientôt, continuez à nous suivre et n'hésitez pas à nous interpeller directement pendant ces lives ou via les réseaux sociaux de quelque manière que ce soit. Ciao!